Alors, une idée qui secoue un peu, lancée par Eric Schmidt, l'ex-patron de Google, l'IA, elle pourrait bientôt, tenez-vous bien, doubler la productivité des métiers intellectuels. Oui, c'est assez provocateur comme idée. Et on va explorer ça aujourd'hui, justement, en se basant sur une de ces interviews récentes. Exactement. Parce qu'il ne parle pas juste d'efficacité, mais de notre place, en fait, dans le futur que l'IA dessine. C'est ça. Schmitt, qui est maintenant plus dans la philanthropie scientifique, il finance des talents, des projets sur le climat. Il reste un bâtisseur dans l'âme, hein, comme il dit. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de décortiquer sa vision. On peut voir ça sur trois grands points. Le potentiel transformateur de l'IA, Mhm. la course technologique mondiale, surtout entre les États-Unis et la Chine, et puis toutes les questions éthiques, voire existentielles que ça soulève. Commençons par le potentiel alors. Doubler la productivité, ça semble énorme. Il donne l'exemple des programmeurs. Oui, il dit que l'IA pourrait écrire la moitié du code. Imaginez l'impact en médecine, dans le droit, partout où on manipule de l'info en fait. C'est l'automatisation des tâches les moins humaines, si on veut. C'est un peu l'idée. Mais c'est plus que ça. C'est une accélération de la science elle-même. L'IA, elle permet de faire des approximations pour des calculs hyper complexes, des trucs impossibles pour les ordis classiques. Ah oui. Et surtout, une fois qu'elle a compris un système, disons la biologie, elle peut générer de nouvelles hypothèses, trouver de nouvelles cibles pour des médicaments par exemple. C'est son concept clé. Comprendre, puis générer. Ça change tout pour la recherche. Complètement. Une vraie révolution en marche. Mais cette accélération, elle ne se fait pas dans le vide. Il y a un contexte géopolitique assez tendu, non? Absolument. Et ça, c'est le deuxième grand thème de Schmid, la compétition féroce, États-Unis contre Chine. Et son analyse, elle est comment? Elle est assez directe. La Chine rattrape très très vite. Il y a peu, il parlait de 2 ans de retard. Maintenant, il cite des modèles chinois comme DeepSeek, Qwen, En Liang aussi, je crois. oui voilà, qui sont quasi au niveau de GPT-4. Le retard se comble à une vitesse folle, Et pourquoi c'est si critique, ce rattrapage? à cause de ce qu'il appelle la pandamélioration. En gros, le premier pays qui maîtrisera vraiment les agents IA, ces IA autonomes avec une mémoire, capable d'agir, Et surtout l'autocodage. exactement, la capacité de l'IA à s'améliorer elle-même, à écrire son propre code. Celui qui arrive là en premier, il pourrait prendre une avance, décisive. Presque impossible à rattraper. Donc l'enjeu est énorme pour le leadership américain, scientifique, économique. Immense. D'où sa stratégie, renforcer le trio université, entreprise, gouvernement. Plus de sous pour la recherche, attirer les talents étrangers. Il raconte cette anecdote, non? D'un chercheur chinois en quantique. Oui, reparti en Chine, faute de visa. C'est dingue comme exemple. Ça illustre bien le besoin de garder les talents. Il dit aussi qu'il faut soutenir les grandes boîtes TQS, des trésors nationaux. Et adapter l'armée, focus sur les drones, l'autonomie. Voilà. Mais toute cette puissance, ça nous amène au troisième point. Comment on coexiste avec ça? La coexistence. Oui, il a cette image un peu glaçante, les humains comme les chiens des IA. Ça fait réfléchir. Oui, c'est pour marquer les esprits. Concrètement, il y a des défis immédiats. Les amis IA pour les enfants, par exemple. C'est déjà là, ou presque. Et les questions de droit d'auteur, avec tout ce contenu généré. Bien sûr, mais il voit surtout arriver les agents IA, des systèmes capables de gérer des projets complexes. Il donne l'exemple de planifier et superviser la construction d'une maison. Carrément. Et il prédit des super programmeurs IA, des super mathématiciens IA d'ici 2 ans. 2 ans, ça donne le vertige. Et face à une telle puissance, est-ce qu'il y a des garde-fous, des lignes rouges à ne pas franchir? Ah oui, très clairement. Il est assez pragmatique là-dessus. Pour lui, il faudrait être prêt à débrancher si l'IA commence à faire certaines choses. Comme quoi, par exemple? Si elle s'auto-améliore de manière récursive sans qu'on comprenne comment, si elle se réplique toute seule, si elle essaie de s'exfiltrer en quelque sorte, Logique. ou si elle cherche à accéder à des armes, bien sûr. Ou même si ces agents IA développent leur propre langage que nous, on ne comprendrait pas. Ok, des lignes rouges claires. Mais comment on fait pour ne pas en arriver à devoir débrancher IA? Il y a des pistes pour l'éduquer? C'est là que ça devient fascinant. L'idée, ce serait de lui enseigner la doxa, La doxa, c'est-à-dire? les règles sociales non écrites, implicites, qui régissent nos interactions, nos sociétés. Tout ce qui n'est pas dans les lois, mais qu'on respecte quand même. D'accord. Et comment on enseigne ça à une machine? Il y a des pistes. Une sorte de constitution pour l'IA. Il mentionne la start-up Anthropic qui bosse là-dessus. Ou alors une autre IA, une IA superviseur qui vérifierait le comportement. MIA pour surveiller l'IA. En quelque sorte. L'espoir derrière tout ça, c'est qu'il existerait peut-être une structure morale universelle, des principes de base partageables, qu'on pourrait lui inculquer.
Ce qui nous ramène, au fond, à cette tension énorme. D'un côté, un potentiel incroyable pour le progrès, la productivité, la science. Oui, un potentiel immense. Et de l'autre, des risques qui font froid dans le dos, une compétition géopolitique acharnée, et ce besoin urgent de trouver une forme de gouvernance, de contrôle. C'est exactement ça. La synthèse de la situation actuelle. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée un peu provocatrice pour conclure. S'il y a apprend de toutes nos données, Mhm. elle absorbe nos connaissances, nos biais aussi, forcément, mais également cette fameuse doxa, ces normes implicites. Oui, tout ce qui est sous-jacent dans la masse d'informations. Alors, la question c'est, quelle doxa non écrite, quel non-dit de nos sociétés risque-t-elle d'intégrer sans qu'on le veuille vraiment? Et comment on s'assure activement, au-delà des règles explicites qu'on essaie de lui donner, qu'elle incarne nos aspirations éthiques, plutôt que de simplement refléter, voire amplifier, nos propres travers humains? C'est une question ouverte et elle est absolument cruciale pour la suite.